Bonjour à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous dominical. Tout de suite, notre émission Voix bouddhiste. Comment comprendre la doctrine du non-soi grâce à la pratique de Zazen? Pour répondre à cette question, Catherine Barry reçoit aujourd'hui Gérard Pilet. Bonjour à tous. Avant de comprendre ce qu'est la réalité du non-soi, qui est l'un des principes fondamentaux du bouddhisme, tout pratiquant doit d'abord se confronter à ce qu'est l'ego et à ses différentes manifestations. En Zazen, l'expérience spirituelle passe donc par l'union du corps et de l'esprit, union qui suppose à la fois équilibre physiologique et paix de l'esprit. Nous allons donc voir maintenant avec notre invité comment la pratique de Zazen permet d'appréhender et d'intégrer dans la vie de tous les jours cette notion qui est le non-soi. Gérard Pilet, bonjour. Alors vous représentez le zen et la tradition du Mahayana, vous êtes moine zen, vous avez été l'un des disciples de maître Deshimaru et par ailleurs vous êtes professeur de philosophie. Alors peut-être avant de parler du non-soi, est-ce que l'on peut redéfinir ce qu'est le soi, l'ego? Oui, l'ego c'est un nama, c'est un agrégat, et cet agrégat entraîne un certain nombre d'attachements, et ces attachements sont à la source d'un certain nombre de croyances, d'illusions. Et l'ego, c'est donc cela, l'illusion, que ces agrégats forment un tout bien compact, bien uni. Mais l'ego, en même temps, c'est ce qui constitue notre personnalité. On a tous l'impression que c'est quelque chose de très tangible, de permanent. Oui, l'ego, c'est en même temps les émotions, les sensations, les pensées, ce qui nous fait marcher, fonctionner dans la vie de tous les jours. Alors qu'apprend la posture de Zazen par rapport à l'ego? Est-ce que ça nous permet de reconnaître ce qu'est l'ego, ses illusions? Comment ça fonctionne? Alors, durant Zazen, on se rend compte très vite que les pensées n'ont pas de substance, parce qu'on les voit se défiler sur l'écran de la conscience. Et on voit les pensées naître, se manifester, puis s'en aller. Il en va de même pour les émotions. On voit les émotions naître, se manifester, s'en aller. Et il en est de même aussi pour les sensations. On voit les sensations naître, se manifester, s'en aller. Oui, mais est-ce que ça c'est accessible aux pratiquants au début de la pratique? On commence sur la voie parce que ça suppose quand même beaucoup de concentration, beaucoup de vigilance. Oui. Je suppose qu'il y a un apprentissage. Oui, l'état d'observation est un peu difficile pour le pratiquant quand il est à ses débuts, parce qu'il a tendance encore à s'identifier à ce flux des pensées, ce flux des émotions, ce flux des sensations. Mais très vite, au bout d'un certain temps, le pratiquant peut se mettre en état d'observation. Et lorsqu'il est en état d'observation, il peut se rendre compte de la non-substantialité de ses pensées, de ses émotions, de ses sensations. Alors justement, à quoi ça correspond cet ego qui est sans substance? Parce que concrètement, ça peut paraître un peu compliqué à saisir. Cet ego qui est sans substance, c'est finalement l'impermanence de toute chose. Les choses qui nous environnent sont très impermanentes. Notre corps est aussi très impermanent. Il est marqué par le changement, le vieillissement. Mais ce dont on se rend beaucoup moins compte, c'est que les éléments de la conscience sont aussi très impermanents. Les émotions, les sensations, les pensées sont impermanentes. Et c'est ce dont la méditation zazen nous permet de prendre conscience. Alors, en même temps, on parle beaucoup donc, de l'impermanence de l'ego et de ses différentes manifestations, mais on est dans une société où beaucoup de personnes vivent avec des problèmes de racines, sont déstructurées. Est-ce que ces personnes-là ont déjà réalisé un état sans ego, le non-soi ou... Non, il ne faut pas confondre
l'au-delà de l'ego et puis ce qu'on pourrait appeler l'en-deçà de l'ego. L'en-deçà de l'ego, c'est le manque de structure, mais pour obtenir l'état sans ego, il faut déjà que l'ego soit fort et soit bien structuré. C'est un peu semblable à la comparaison qu'on fait d'habitude entre le sage et le petit enfant. On dit que le sage, c'est comme le petit enfant. Et c'est vrai que le sage a les caractéristiques du petit enfant, mais en même temps, ça n'est pas un petit enfant. Il est passé par les stades de l'ego. Alors, quelles sont quand même les caractéristiques du petit enfant que possède le sage? Parce que c'est intéressant. Cette innocence que donne l'absence de l'ego, l'absence du sentiment de l'ego. Ça donne une légèreté, une sorte d'innocence qu'on retrouve chez tous les grands sages. Donc on peut dire que les premières étapes consistent d'abord à reconnaître et à accepter son ego avant d'apprendre à s'en détacher. Oui, cette étape est très très importante. L'acceptation de l'ego, c'est quelque chose de fondamental. Non seulement l'accepter, mais aussi le connaître, le reconnaître. Un maître zen très célèbre à son époque, Kodo Sawaki, disait « L'ombre des pins est fonction de la clarté de la lune ». Ça veut dire que durant la méditation, zazen, la clarté de notre esprit se manifeste et cette clarté va permettre aux ombres de l'ego de mieux se manifester. Et c'est important de bien connaître les ombres de son ego et de les accepter. Alors justement, une fois qu'on a passé ce cap, qui doit être quand même assez long au niveau de l'évolution et de la progression, parce que je ne sais pas si on accepte très facilement ce que l'on est, son ego. Non, le fonctionnement classique, c'est le rejet de ce qui ne nous plaît pas beaucoup, le refoulement, ce que Freud a nommé le refoulement. C'est un des grands mécanismes de l'ego, le rejet, le refoulement. Mais lorsqu'on est en zazen, en méditation, ce n'est pas l'ego qui se regarde lui-même. C'est l'œil de Bouddha, la conscience de Bouddha qui voit l'ego. Aussi, c'est un regard sans jugement, sans culpabilité. Et ça, c'est très important. C'est le regard neutre. Alors, quels sont les grands mécanismes de l'ego auxquels nous sommes confrontés quand l'on fait les pratiques telles zazen? Le rejet, le refus, la répulsion, et puis le contraire, l'identification, l'attachement. Par exemple, les pensées, les émotions, les sensations, on s'aperçoit que dans la vie quotidienne, on va soit vers le rejet, le refus, soit vers l'identification. Zazen, c'est le juste milieu entre ces deux extrêmes. Plus l'ego est fort et plus l'on se vit comme, d'une certaine manière, séparé des autres. Et plus l'ego diminue, plus on se vit en interrelation forte avec les autres et toutes les existences. Alors là aussi, il faut peut-être faire la nuance entre interrelation, fusion, parce qu'il y a souvent des... on peut se tromper, quoi. C'est un peu difficile parfois. Oui, l'interdépendance, ce n'est pas la fusion, c'est la reconnaissance de l'unité au sein de la multiplicité. Reconnaître l'autre, parce que l'autre n'est pas moi, mais en même temps, savoir que l'autre et moi, nous avons les mêmes racines. Alors, la posture de zazen, traditionnellement, on dit qu'elle permet de découvrir la vraie nature de Bouddha. Est-ce que cette vraie nature de Bouddha est justement comparable au non-soi? Est-ce qu'on peut parler de non-soi et de vraie nature de Bouddha? Oui, en fait, la nature de Bouddha se manifeste lorsque on abandonne l'ego, l'illusion de l'ego et les fonctionnements de l'ego que nous avons décrits. C'est à ce moment-là que se manifeste la nature de Bouddha. Si vous voulez, on pourrait prendre l'exemple de la vague et de l'océan. Lorsque la vague cesse de se dire « je suis la vague, seulement la vague »,
à partir de ce moment-là, la vague peut se rendre compte qu'elle est en unité profonde avec l'océan tout entier. Mais quand on parle de non-soi, à ce moment-là, qui observe? Puisque si l'on est dans le non-soi, c'est difficile de parler encore d'un qui. Oui. C'est Bouddha qui observe, la conscience de Bouddha. Il n'y a plus d'ego qui observe. C'est Zazen qui fait Zazen. C'est Bouddha qui fait Zazen. De la même façon, Maître Deshimaru nous disait souvent, il nous disait, on ne peut jamais savoir les raisons pour lesquelles on pratique la voie. C'est plus fort que nous, c'est au-delà de nous-mêmes, c'est au-delà de l'ego. L'ego, disait-il, Maître Deshimaru, n'a pas beaucoup d'intérêt à pratiquer la voie, mais il y a quelque chose d'autre qui nous pousse vers ça. Ce quelque chose d'autre, c'est Odashin, l'esprit d'éveil. Alors, cet esprit d'éveil ou cette nature de Bouddha que l'on peut découvrir en pratiquant, est-ce qu'on peut la reproduire dans la vie quotidienne? Est-ce que c'est une expérience qui est reproductible quand même facilement quand on est confronté au stress, à la vie de tous les jours? Oui, mais ça n'est pas très facile. Ça suppose la pratique régulière de la méditation. Si vous pratiquez Zazen le matin, votre vie dans la journée va être très influencée par ça. Et alors, à ce moment-là, vous vivrez la journée, les relations avec les autres de façon plus fluide, de façon plus légère. Ça, c'est un peu la marque du non-ego dans la vie quotidienne. Et plus comment cette sorte de légèreté va s'installer, et plus ce sera l'indication que vous êtes dans le non-ego, dans l'absence d'ego. Alors, cette absence d'ego ne signifie pas que l'on soit indifférent aux autres ou au monde. Non, c'est même un peu l'inverse qui se passe. C'est l'inverse qui se passe parce que, en fait, lorsqu'on n'est pas rivé sur son petit ego, on est beaucoup plus proche de l'autre. Ce qui nous met très à distance de l'autre, c'est l'ego, notre ego. Si on abandonne cet ego, l'autre en face, on peut le sentir, le percevoir, beaucoup plus fortement, beaucoup plus intimement. Alors, cette perception du non-soi, ce vécu du non-soi suppose certainement des conséquences, qu'elles soient morales ou spirituelles. Quelles sont-elles selon vous? Au niveau moral, la conséquence la plus importante, c'est que si je fais le bien aux autres, c'est à moi que je fais du bien aussi. Si je fais du mal aux autres, je me fais du mal à moi aussi. Ça, c'est la première conséquence. Et la seconde, qui est aussi importante que la première, c'est peut-être la fraternité universelle entre les hommes. Les hommes sont tous frères, parce que les hommes sont tous les vagues du même océan. Donc ce qui suppose finalement beaucoup plus de tolérance, de respect, d'amour. De tolérance, d'amour et de respect. Gérard, Nous merci. appartenons tous à la même Famille. famille. D'accord, merci. Alors, si vous souhaitez approfondir ce sujet et mieux connaître ce qu'est le zen, nous vous proposons de lire Vrai Zen de Maître Deshimaru. C'est un livre publié par l'AZI, l'Association Zen Internationale. Toujours de Maître Deshimaru et Shelva Michel, Zen et Self-Control et Zen et Vie quotidienne. Enfin, aux éditions du Rocher, ces enseignements de Maître Deshimaru, Le rugissement du lion et La voix de la vallée. N'oubliez pas de noter notre adresse si vous souhaitez nous écrire, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770, Paris CEDEX 16. Pardon. Par ailleurs, si vous disposez d'un Minitel, vous pouvez, en composant le 3615 code France 2, trouver de nombreux renseignements complémentaires sur le bouddhisme en France. C'est la fin de notre émission. Nous vous remercions pour votre fidélité et pour votre nombreux courriers et nous vous souhaitons une très belle journée à tous.